Nous revoilà et on va parler donc de Gavin Newsom. Et donc, pour parler de Gavin Newsom, on va d'abord parler de Kamala Harris. Hein, ça me paraît logique, non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on va évidemment... Ah, Thomas, il vous a trouvé une super photo parce qu'évidemment, on va parler de l'élection de 2028. Et pourquoi on commence par Kamala Harris? Parce que ce week-end, elle a été interviewée, elle fait la promotion de son livre. Elle est désormais en dehors des États-Unis. Elle était à Londres pour présenter son livre et elle a fait une interview à la BBC où on lui a posé la question sur son avenir présidentiel et elle a eu cette formule. On va l'écouter. I'm not done. Je n'ai pas terminé. Vas-y, Thomas. In terms then of what is next for you, you write very powerfully about the differences that many women have made to your life, whether that was your meeting with Angela Merkel or the experience of growing up with your extraordinary mother or the stories of your baby nieces, Amara and Leela. When are they going to see a woman in charge in the White House? In their lifetime, for sure. Could it be you? Possibly. Have you made a decision yet? No, I have not. But you say in your book, I'm not done. That is correct. I am not done. I have lived my entire career a life of service, and it's in my bones. And there are many ways to serve. I've not decided yet what I will do in the future beyond what I am doing right now. But you've been very clear that it's a possibility you might run again to become president. And in my experience interviewing politicians, when someone says, I'm not done, it means they are thinking seriously about running. But when you look at the bookies' odds, they put you as an outsider, even behind Dwayne "The Rock" Johnson. I mean, is that underestimating you? I think there are all kinds of polls that will tell you a variety of things. I've never listened to polls. If I listened to polls, I would have not run for my first office or my second office. And I certainly wouldn't be sitting here in this interview. Ouais, donc voilà, c'est la première fois depuis un bon moment qu'elle parle un petit peu de 2028. Évidemment, on va voir cet article du New York Times, elle a précisé que ce n'était pas un engagement pour la campagne, c'est beaucoup trop tôt. Pour l'instant, elle vend des livres. Donc voilà, elle n'a pas envie de rentrer dans le rôle de la première opposante à Donald Trump et de retourner d'être sa cible aussi. Elle explique qu'elle n'a pas pris de décision pour l'instant en 2008. Vous voyez, le New York Times vous parle évidemment, on va rajouter, on va le dire une fois, on ne va pas le dire à chaque fois, que s'il y a une élection libre et indépendante en 2028, il risque d'y avoir énormément de candidats du côté démocrate, du côté républicain aussi d'ailleurs, parce que ça devrait normalement marquer la fin de Trump, normalement. Et donc, cette remarque, et je veux commencer par ça parce que c'est une discussion qu'on a eue l'autre jour avec Thomas et Cody, lorsque on parlait justement de cette hypothèse 2028, en disant que... à tes souhaits, Thomas. En disant que... j'ai perdu le fil. Oui, en disant que aujourd'hui, à titre personnel, je ne me vois pas voter pour quelqu'un qui est silencieux en ce moment. Je ne parle pas que de Kamala Harris, c'était en général. C'est en ce moment que l'on a besoin de voix contre Donald Trump. C'est en ce moment, alors qu'on est en plein dans la pénombre, alors qu'il y a ce détricotage que je vous ai raconté du tissu démocratique, que l'on a besoin de gens qui s'opposent. En général. Je ne parle pas de Kamala Harris, je vous le dis en général. Pour moi, ça sera très difficile. Bon, les choses peuvent évoluer. Nous sommes que le 28 octobre 2025. De penser que de devoir voter pour quelqu'un qui, dans une des périodes les plus difficiles de notre histoire, une période difficile dans notre quotidien, on n'a pas senti une volonté de s'opposer et de donner l'espoir. Et malheureusement, si on parle de Kamala, au-delà de ses qualités et de ses défauts que l'on a vécu ensemble pendant cette campagne, et entre autres un défaut qui est complètement indépendant de sa volonté, le fait qu'elle soit une femme. Est-ce que l'Amérique est prête à voter pour une femme ? On pouvait le penser en 2016,
On n'y pensait plus en 2024, vu ce qui s'est passé. Au-delà de ça, j'ai, à titre personnel, je ne sais pas ce que vous en pensez, le chat, du mal avec le fait que, oui, elle a fait une ou deux déclarations assez généralistes, et entre autres en s'attaquant, plus que Trump, en s'attaquant aux entreprises, aux universités qui capitulaient, on le voit tous les jours, qui justement, tout à l'heure, c'était le message de Martin, qui kiss the ring, en les critiquant de leur rapidité à se rendre. Mais là, en ce moment, je la trouve, ces derniers mois, plus préoccupée. Je ne me rappelle pas quel jour c'était, quel événement c'était. C'était il y a quelques mois, c'était une dizaine de jours ou une semaine avant la publication de son livre. J'essaie de me souvenir quel événement national d'une extrême importance venait de se passer, avec un abus de pouvoir considérable de Donald Trump. Vous voyez, malheureusement, il y en a tellement que je ne me souviens même pas lequel c'était. Et son site, son feed sur X, il y avait une vidéo de elle. Et la vidéo, c'était pour elle qui préparait son tour et qui chargeait des livres dans une valise. Et je me suis dit, waouh, à un moment où l'Amérique a besoin d'une voix pour dire nous ne sommes pas ces gens-là, la démocratie et le combat qu'il faut mener parce que nous sommes en danger, elle vend des livres. Et c'est une discussion honnête que j'ai avec vous. Tout ça et cette absence me laisse une certaine amertume. Je ne sais pas, Cody, ce que tu penses de ça. Oui, je sais que pendant cette discussion, on parlait de ceux qui étaient prêts à dire quelque chose quand on pensait que vraiment tout allait mal, en disant qu'il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Il y a quelques personnes qui sont devenues ces vaguelettes, ces étoiles dans la nuit. Bien sûr, il y a Bernie Sanders, mais Bernie Sanders, je sais que jamais il sera président, il est bien trop âgé. Il y a AOC, il y a Gavin Newsom. C'est des gens qui sont vraiment venus en disant, OK, il n'y a aucune résistance, formons la résistance. Et ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que Trump a été en campagne depuis 2015. Et donc, c'est important pour les Américains d'avoir des gens qu'ils entendent quasiment tous les jours, des gens qui savent reconnaître quand ils vont aller voter, parce que pour la plupart des personnes, ils ne sont pas comme vous dans le chat, où vous êtes là à regarder jour après jour ce qui se passe dans ce pays. C'est des gens qui vont voter. Des fois, ils ne sont même pas certains pour qui ils vont voter jusqu'à la dernière minute. Donc, il faut avoir des gens qui sont présents depuis longtemps, des gens qui ont aussi, et malheureusement, on vote beaucoup sur l'image qu'on donne à des personnes, et quand on regarde les candidats qu'on a sur le côté démocrate, quelqu'un comme Gavin Newsom a une image formidable pour tout qui est la présentation de télé, comme avait Trump en 2015. Ouais, non, vraiment, tu as raison, mais au-delà de ça, il y a des jours, et vous le savez, parce que c'est quelque chose que vous vivez aussi, après Thomas, je voudrais t'entendre ce sujet, où c'est difficile d'avoir le moral. On est dans le noir, on est au fond du trou, et je ne me vois pas, dans 3 ans, voter pour quelqu'un qui a été silencieux à ce moment-là. Même si c'est une formidable candidate, je ne me vois pas apporter mon soutien, évidemment, si elle est la seule candidate contre un J.D. Vance. Je vous parle au niveau de primaire, de quelqu'un qui, au moment, en tout cas c'est la manière dont je le ressens, hein, on va dire peut-être que ça sera encore pire l'année prochaine, mais au moment où nous en avons le plus besoin, on a besoin de cette lumière, on a besoin d'entendre, parce que nous, ici, on est là, on vous le dit depuis le début, qu'on va être ces étoiles dans la nuit, ces vaguelettes, etc., etc. On a vu tous ces citoyens sur le terrain, on les a vus dans tous les États-Unis qui s'engagent, qui font des... Et je ne vous parle pas que de No Kings, on vous a raconté pendant 9 mois, dès le lendemain de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, des Américains, des citoyens américains complètement isolés, qui ont fait des actions pour se battre contre la démocratie. Et je reproche aujourd'hui à Kamala Harris globalement son absence, son silence et
sa motivation à un moment où on a besoin d'elle, on a besoin de ses voix, d'aller vendre des livres. J'aurais préféré qu'elle assume complètement ce rôle-là, parce que c'est une réalité aussi de la vie, en disant que voilà, c'est terminé, je garde pas ça en suspens pour savoir ce qui va se passer dans 3 ans. J'ai donné à la chose publique. Là, maintenant, entre mes livres, les conférences et d'autres options, c'est ce que je préfère. Je sais pas, tu en penses quoi, Thomas? Ouais, elle avait plutôt cette position-là lorsqu'elle avait annoncé, c'était sur Stephen Colbert, je crois, où on lui a posé cette question. Elle était un peu dans ce côté-là, en dire non, je crois pas, là en ce moment, c'est pas ça et tout le reste. Je suis assez d'accord avec vous. C'est important. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on recherche dans un candidat démocrate moderne. C'est quelqu'un qui sait se battre contre Trump, qui montre qu'il n'a pas peur en leader de ce côté-là. C'est très important, c'est certain. Après, on peut parler, il y a plein d'autres qualités, de défauts, je pense, qu'on a vu que malheureusement seront toujours là pour Kamala Harris, que ce soit en 2024, 2028 ou à un autre moment. Et aujourd'hui, je crois que la plupart des Américains seraient beaucoup plus motivés d'aller voter pour quelqu'un comme nous sommes. Pritzker aussi, Pritzker, exactement. Pas que parce qu'ils sont là à résister, mais parce qu'ils existent, parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont présents. C'est des choses qui sont très importantes. Et d'avoir cette lumière, vraiment de dire qu'aujourd'hui, le Parti démocrate n'est pas représenté par Kamala Harris, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui dit, quand je pense au Parti démocrate, je pense à Kamala Harris aujourd'hui. Et ça serait très difficile de changer ça quand on n'est pas actif, on n'est pas présent en ce moment. Ouais, et justement, on va voir, elle accusait les sondages de se tromper. Et on comprend pourquoi, parce qu'en ce moment, lorsqu'on regarde au niveau des primaires, on voit que sa cote, même si elle continue à rester haute, forcément, c'est la candidate sortante, est en pleine chute. On est passé de 40% à 24% en presque 9 mois. Et on voit que, par contre, c'est la courbe de Gavin Newsom qui est en train de monter, même si elle plafonne un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup d'attention qui sont partis sur Chicago, par exemple, où on a vu d'autres personnalités, mais on voit que du côté de Newsom, on est arrivé quasiment au niveau de Harris. Il est en train de s'imposer dans cette idée-là qu'il pourrait être le candidat en 2028. Et d'ailleurs, pour la première fois, et c'était sur CBS, si on va voir l'extrait, on lui a posé la question de manière ouverte. Et sa réponse, à mon avis, le rend encore plus intéressant. Vas-y, Thomas. In terms then of I'm looking forward to who presents themselves in 2028 and who meets that moment. And that's the question for the American people. Is it fair to say after the 2026 midterms, you're going to give it serious thought? Yeah, I'd be lying otherwise. I'd just be lying, and I can't do that. Governor, you have long said that if you ever run for the White House, you need a compelling why, a reason. Are you moving closer to figuring out your own why and your own decision? Yeah, Nietzsche said, if you have a compelling why, you can endure any how. And so I think the biggest challenge for anyone who runs for any office is people see right through you if you don't have that why. You're doing it for the wrong reasons. And so, look, well, that fate will determine that. You certainly seem to like being on the ground in South Carolina, I have to say that. Seeing you up close, you were having a good time. I happen to, and thank God, I'm in the right business. I love people. Actually. Ouais, vous voyez aussi l'approche qui est différente, c'est quand on demande à Kamala Harris si elle songe à être présidente, à être candidate, elle ne répond pas vraiment. Et c'est pas une critique, c'est juste une approche qui est complètement différente et qui est extrêmement intéressante. C'est Newsom qui dit que non, là, mon énergie jusqu'en 2026, ça va être d'être gouverneur et de sauver la démocratie et de permettre un changement de majorité à la Chambre des représentants. Donc ça, c'est jusqu'en novembre 2026, donc dans un an. Mais ensuite,
je serais en train de vous mentir si je vous dis que je ne vais pas y penser. Oui, évidemment, je vais y penser. Ça, c'est nouveau parce qu'en principe, on ne veut pas s'inscrire dans le temps. Ouais, non, c'est certain. Il met la table là pour tout ce qu'il y a. Et je crois que même si c'était peut-être pas son objectif quand il a commencé à résister face à Trump, c'est vraiment quelque chose qui est qui est tombé en place. Je pense pas qu'il pouvait s'attendre à la réaction positive qu'il y a eu à ces campagnes de résistance. Il y a vraiment eu un coup de feu où tout de suite, l'Internet, les démocrates, la Californie, tout le monde s'est mis derrière Gavin Newsom en disant « Merci, on a besoin de ça, on soutient ça ». Et je crois que cette espèce de vague, d'avoir cette confirmation, ça permet à Newsom aujourd'hui de dire « Je peux y penser sérieusement ». Ouais, non, exactement. Et avant de revenir sur la Prop 50, donc ce référendum qui aura lieu le 4 novembre, on va vivre cette soirée électorale ensemble. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification. Je vais vous parler de cette différence, le fait qu'il a réussi depuis, je pense, après plusieurs mois de flottement, depuis, je pense, le printemps dernier, à trouver sa voie et d'avoir une voie unique. C'est un capital extrêmement important en Amérique. Et c'est un capital, en général, extrêmement important en politique. Mais ce qui a fait la force de Trump et qui lui a permis de gagner 2 fois l'élection présidentielle, c'est qu'il représentait sa propre voix. Il était différent des autres. Et c'était quelque chose d'organique. C'était pas une posture forcée pour pouvoir, on l'a vu, et la plupart des candidats qui choisissent ces postures forcées, je repense à la campagne de DeSantis par exemple, se font exposer très rapidement parce qu'on se rend compte en tant qu'électeur de ce manque d'authenticité. Et donc là on voit sur sa manière d'aborder une question qui d'habitude gêne les politiques et on préfère taper en touche. Mais il y a autre chose dont je t'ai envoyé ce papier, Thomas, qui est complètement unique. C'est que par rapport à la Prop 50, il a fait une réunion avec les personnes qui donnent, les grandes personnes qui donnent de l'argent, les grands comptes financiers de la campagne et les personnes en charge de sa campagne, pour leur dire... Arrêtez de m'envoyer de l'argent. Arrêtez d'envoyer de l'argent à la Prop 50. On n'en a plus besoin. Gardez-le. Et ça, c'est aussi complètement différent parce qu'on l'a vu. D'ailleurs, Kamala Harris est toujours assise sur un trésor de guerre qui est le surplus qui a été envoyé pour la campagne présidentielle de 2024. Excusez-moi. Du côté de la campagne de Gavin Newsom, on dit non, on ne veut plus rien. Regardez-moi. C'est combien de fois, Cody, on a vu un message d'un élu qui dit arrêtez, stop giving me money. C'est vraiment rare de voir ça. C'est sûr que c'est pas un Trump qui, même là, président, demande encore à ses supporters de lui envoyer de l'argent. Ouais. Et donc, c'est ce que Nathan Gonzalez, qui est un des chroniqueurs de la vie politique américaine vraiment de qualité, explique que qu'on aime Gavin Newsom ou qu'on le déteste, c'est un acte remarquable de la part d'un politique, d'un politicien. Imaginez Trump dire ça. « Hey là les gars, arrêtez, j'en ai assez. J'en ai trop, c'est pas le moment. » Exactement, et en disant cet argent-là, utilisez-le pour aller défendre la démocratie ailleurs. Parce qu'en plus de ça, on estime, c'est pas parce qu'on estime qu'on a gagné, mais il y a suffisamment d'argent et au-delà de ça, lorsqu'on va regarder la moyenne des sondages de la Prop 50, on aura la réponse donc la semaine prochaine qui permet donc d'avoir ce redécoupage électoral et d'avoir ces 5 nouveaux élus démocrates qui vont venir effacer le découpage électoral qui a été fait au Texas. On voit que le nombre de personnes aujourd'hui qui déclarent voter 8, là c'est une moyenne, est à 55%. Le dernier sondage qui a été fait, je crois que c'est un CBS, montre que on est à près de juste en dessous, voilà, on est à plus de 60%. Regardez, 62% des électeurs vont voter pour oui.
Donc c'est clair qu'en termes de bilan pro-démocratie, Gavin Newsom aura ça pour lui. S'il y a une majorité démocrate en 2026, malgré tous les États républicains qui se rangent derrière Donald Trump et font ce redécoupage, eux ne se gênent pas. Malgré le fait que peut-être la Cour suprême, d'ici quelques mois, va revenir sur la section 2 et faire revenir sur le Voting Act. Si il y a une victoire démocrate dans un an, ça sera principalement grâce à Gavin Newsom. Et il pourra faire sa campagne dessus. Ça ne suffira pas, évidemment. Il faudra des thèmes qui sont extrêmement importants en termes de justice sociale, d'économie. On voit que c'est la préoccupation. Mais regardez ce qui est intéressant aussi, parce qu'on en parlait de ce positionnement contre Trump, lorsqu'on va demander les motivations des électeurs à aller voter pour cette Prop 50, vous allez voir les motivations, c'est très clair. 75% des gens qui vont voter, c'est pour s'opposer à Donald Trump. C'est pour s'opposer à Donald Trump. Donc je ne dis pas que la clé sera de transformer une élection en référendum, mais 75% Trump, 70% les républicains. C'est bien, il faut le dire, c'est qu'en fait, quand Gavin Newsom a commencé sa campagne sur X, à vraiment troller Trump, à publier des tweets qui ressemblaient à des Truth Social, on n'était pas encore certain si juste Newsom avait compris comment être un troll ou si Newsom avait compris comment mener un parti. Et Prop 50, c'en est un exemple, mais si en plus Newsom commence à démontrer qu'il a du succès en dehors de juste troller Trump et qu'il peut faire des vrais changements et amener des gens à voter et amener des gens à être motivés à se battre pour la démocratie face à Trump, comme il a fait aussi à chaque fois qu'il a poursuivi Trump, ICE, toutes ces choses qu'il y a eu dans l'État de la Californie, il démontre que c'est plus que juste quelqu'un qui sait se battre sur X, et tout ça te dit, ok, c'est un candidat. Oui, et en plus, il le démontre au quotidien, à un moment, encore une fois, où d'autres sont silencieux ou ne parlent pas assez fort, il utilise son pouvoir de gouverneur pour tenter de répondre aux défis que Donald Trump est en train de poser à l'Amérique. Je vous l'ai dit, je vous ai parlé de cette décision de la section 2 au niveau de la Cour suprême qui va être examinée le 5 novembre prochain. On voit que, Thomas, si tu peux nous le mettre, au niveau de la Cour suprême de Scottus, il a donc déposé, regardez, en tant que gouverneur, une motion pour soutenir le fait... celui-là, excusez-moi, parce qu'il est aussi dans la section 2. Là, c'est pour le débat sur les tarifs, de dire que ce n'est pas Donald Trump qui doit avoir ce pouvoir-là, mais c'est le pouvoir du Congrès. Donc, il est présent dans ça. Il est présent contre J.D. Vance aussi. Donc là, on voit qu'il pense tous les matins 2028. En se rasant en 2026. C'est juste à côté, voilà. J.D., on y est. Donc là... à chaque fois qu'il allume J.D. Vance, c'est devenu une de ses cibles. On s'inscrit par rapport à ça. Mais lorsque je vous parlais de défis économiques et d'aide aux Américains, il prend tous les jours ou presque des mesures qui vont dans ce sens-là. Limiter le prix j'ai oublié le nom... de l'insuline, limiter le prix de l'insuline à $11 la dose, c'est Gavin Newsom en Californie. Créer un institut indépendant de scientifiques pour donner des informations fiables sur les vaccins, c'est Gavin Newsom en Californie. Envoyer la garde nationale de Californie, c'est Gavin Newsom. Mais ce n'est pas pour aller patrouiller dans les rues des villes, c'est pour distribuer de la nourriture aux gens qui, justement, sont victimes du shutdown et n'ont plus les moyens de pouvoir acheter de la nourriture. C'est pour venir en aide
aux différentes banques alimentaires de l'État. C'est aussi, par exemple, un autre exemple, un sujet qui est extrêmement important, c'est alors que les cliniques de Parenthood sont attaquées, Planned Parenthood, donc ce qui permet de soigner, y compris en milieu rural, et c'est pour tout ce qui est reproduction, y compris avortement, c'est 140 millions de dollars de l'État de la Californie qui ont été attribués par Gavin Newsom pour venir permettre à 100 cliniques dans l'État de Californie à rester ouvertes. C'est pas le genre de choses qu'on voit, on n'en voit pas parler autant, ce genre de choses-là. Mais effectivement, donc encore une fois, ça démontre qu'il est actif vraiment pour faire du bien aussi, pas que pour combattre Trump. Ouais, mais par contre, il n'a pas laissé tomber le combat. Ah, mais ça nous fait plaisir. Il n'a pas laissé tomber le combat. Je vais vous proposer de l'écouter. Tu vas voir, il parle de genoux. Ah. You will be seeing on my Patriot site new knee pads that I'll be sending out, the new signature series knee pads for all these CEOs, for the University of Virginia that I'll add to the list today, for bending their knee, for those law firms, the universities, media companies, as this guy's rolling back, rewriting history, putting us back to pre-1960s world, censoring historic facts. Wake up, everybody. Voilà, donc c'est une manière, encore une fois originale, de se moquer de Donald Trump, mais aussi de critiquer ce qui est en train de se passer avec toutes ces universités, ces compagnies médias, ces big tech, qui sont souvent installées en Californie d'ailleurs, comme Apple. Encore une fois, c'était extrêmement difficile de voir Tim Cook qui accompagne une fois de plus Donald Trump dans un voyage international et Donald Trump faire des discours qui sont des suites de mensonges, et de temps en temps il y a un gros plan sur Tim Cook qui hoche la tête en disant ouais non c'est exactement tout ce ça que tu veux. Exactement. Et donc vous le savez, c'est là qu'on vous a commandé quelques surprises dans la fameuse casquette Gavin was right about everything. Il a créé ce Patriot Shop et à un moment il vendait la Bible signée comme Trump le faisait, et donc là regardez, avec en plus une signature qui est celle de Donald Trump, les fameuses protections de genoux pour s'agenouiller devant Trump, en expliquant qu'elles sont sold out parce qu'elles n'ont jamais été mises en vente, mais pour rappeler aux gens, regardez, c'est complet, regardez, c'est tout vendu. Il y en a plus. Tout vendu, waouh. Mike Johnson a acheté tout le stock. Mike Johnson nous a acheté tout le stock. C'est ouf. Ouais. Ouf. C'est fou. Et puis aussi, cette présence de plus en plus forte sur beaucoup de podcasts où, à un moment où beaucoup de monde se cache, trop de monde se cache, il dit les choses comme il faut le dire, avec un vocabulaire qui est le sien. Et on va voir que, par exemple, il revient sur cette notion de ce mouvement anti-woke. Vas-y, Thomas. You will be seen on my 60s world. You got the Supreme Court talking about getting rid of the Voting Rights Act, and that's very real. Yeah. That may likely happen in just a matter of months. I mean, they're rewriting history, censoring historical facts. It's a unbelievable moment. All this anti-woke stuff is just anti-black. Mm-hmm. Period, full stop. All the CRT, ESG, DEI stuff, that's all this is. Mm-hmm. It's this great purge, and it's happening in real time. And I'm sitting here, and I feel like, luckily I'm governor, but like we're not doing enough. Right. We're not calling this out. We're not drawing a line here. And again, it's not about Democrats or Republicans. It's about who we right and are, wrong. Man. Yeah, right it's and right wrong. and goddamn wrong. Daylight and darkness. I feel like any time. Ouais, donc ce rappel est sur le fond, c'est tellement juste de dire qu'on utilise ce terme de anti-woke d'abord pour frapper les communautés, la communauté noire,
aux États-Unis. Il revient sur la section 2 et puis un bilan extrêmement clair sur ce qu'il appelle the rule of Don, hein, la loi de Don, comme étant évidemment Donald Trump, qui désormais fait ce qu'il veut avec un parti républicain aux ordres, un congrès, on l'a vu, qui ne le suit plus. Vas-y Thomas. 60s world. You can lose this country, no bullshit. It's not the rule of law anymore, it's the rule of Don. Right. He doesn't give a shit about the law. Right. I mean, he's already taken, Congress doesn't exist. They're completely supine, they're on their back. Yes, and sir, what else do you need? Crazy. The courts are increasingly the same. Crazy. I mean, this whole system, 3 co-equal branches, guy, I ain't even going to get this. I do remember even with 960 SAT, that they taught us in 7th grade, 3 co-equal branches of government, popular sovereignty, rule of law, oversight. That's gone, man. This guy is wrecking this country. And again, it's not about being Democrat or Republican. I married into a big Republican family. I have deep respect and love for people I disagree with. On our podcast, I've had Charlie Kirk on, had Steve Bannon on, I had guys that were running my recall campaigns, literally the people like Newt Gingrich that were literally leading the effort to get me recalled as governor. I want to reach out to folks I disagree with, man. Understand them. But at the same time, we have to understand these guys aren't fucking around. I know. They're not fucking around. These guys are surgical. And so we have to get our shit together, the Democratic Party. And that's what I'm trying to trigger, that deeper understanding, but also iterating myself and being accountable, not just to identifying a problem, trying to solve it at the same time. Voilà, un constat extrêmement clair et auquel j'adhère complètement. Hein, le fait de dire que on n'est plus dans l'exercice du pouvoir tel qu'on l'a appris, la division du pouvoir, la loi, mais on est désormais sous la loi de Donald Trump et que ce sont des personnes, c'est très bien qu'il précise ça, qui sont en train de travailler de manière chirurgicale, que ce n'est pas le hasard, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. Et face à ce mouvement qui est extrêmement dangereux pour l'avenir des États-Unis, où il commence en disant on peut perdre notre pays, c'est même pas quelque chose d'exagéré, il faut, il le dit autrement, mais il faut s'unir et il faut proposer une réponse maintenant. On ne peut pas attendre 2028 pour dire tiens, maintenant on va s'opposer à Donald Trump. Cela sera trop tard. Il faut s'opposer maintenant. Il faut trouver des solutions maintenant pour sauver la démocratie américaine et venir en aide aux Américains. Et donc voilà, pour l'instant, évidemment, les choses peuvent changer, mais je pense que ça le positionne dans une situation unique au sein des démocrates. Oui, non, et on voit qu'il n'a pas peur, qui au contraire, il a accéléré tout ce qu'il fait en termes de résistance sur le réseau, de parler, d'utiliser sa voix et en même temps, oui, le Prop 50, n'oubliez pas, on sera là le 4 novembre pour voir les résultats, pour vivre ce moment ensemble, cette élection pour sauver la démocratie lancée par Gavin Newsom. Et évidemment, on va continuer à suivre Gavin Newsom. Voilà. On se retrouve tout de suite après pour se dire au revoir et merci.